Cause toujours la matinale, on est de retour avec vous ce samedi de 9 à 10, en réalité de 8 à 11, tous les samedis, tous les dimanches, comme tous les week-ends. On est très content d'être avec vous et ce matin, en confidence, j'ai une invitée exceptionnelle. J'ai Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg, Maria Teresa, Madame. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. Je suis très contente de passer une heure en votre compagnie. Moi aussi. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à raconter. Soyez prévenus, vous qui nous regardez. On a dit une heure, on essaiera de ne pas déborder. On va être extrêmement sérieuse ce matin, en tous les cas le plus possible. Et évidemment, on va commencer comme chaque fois qu'on démarre une heure, avec un peu de biographie, un peu de quiz pour mieux vous connaître. Mais avant ça, parce que c'est vous et aussi parce que c'est moi, est-ce que je pourrais vous demander un tout petit cours de protocole? Donc je vous appelle Madame, ça jusque-là on est d'accord. Oui, oui. Mais comment ça se passe? Vous êtes Altesse Royale, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, et avec votre époux? Je vous dirais honnêtement que moi, ce que j'apprécie le plus, c'est que les personnes que je rencontre soient le plus naturelles et se sentent le plus à l'aise avec nous. Je sais ce que c'était la première fois que j'ai rencontré mes beaux-parents. Je sais à quel point c'est important et impressionnant et à quel point il faut mettre l'autre à l'aise. Donc ça, c'est mon mot d'ordre. Alors, on va dire... protocole. Voilà, j'allais dire le protocole. Dans votre version, Madame, c'est effectivement de mettre les gens à l'aise. Et ça, je crois que vous le faites à merveille. C'est tout ce que j'ai déjà entendu, vu, lu, su en préparant cet entretien. Et je crois que c'est effectivement une très, très belle qualité. Alors, on va rester, comme je viens de le dire, une heure ensemble, avec une véritable actu, ceci, Oui. dont vous êtes très fière, je crois, Oui. parce que ça vous ressemble infiniment. C'est un livre que vous avez fait avec Stéphane Bern. Oui. Vous l'avez quelque part coécrit? Oui. Avec Albin Michel, votre éditeur, qui vous a très fort soutenu. Oui. Et clairement, on voit que, et je vais vous présenter juste après, s'il y avait 3 mots que je devais retenir vous concernant, ce serait passion, amour et engagement. Oui. Est-ce que ça vous va? Complètement, merci. Un 4e, ce serait famille, je pense. Oui, c'est vrai. Alors avec ça, on est... Vous avez tout compris. Je ne sais pas si j'ai tout compris, mais j'ai compris ça. Et je suis assez contente, évidemment. Alors, vous êtes né à Cuba. Vous avez vécu assez jeune en Espagne, puis à Genève, puis vous avez étudié à New York. Vous êtes revenu à Genève, là où vous avez rencontré votre époux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces années d'enfance itinérante et quelque part quand même cet ADN du sol cubain qui continue à vous coller très fort? Oui, qui est important. En fait, c'est vraiment mon ADN, c'est vraiment mon moi profond. Et mes origines cubaines, j'y tiens beaucoup. Je suis très attachée à Cuba, même si j'ai quitté l'île à l'âge de 3 ans. Et mes parents ont fui au moment de la Révolution. Nous avons d'abord été à New York et je me souviens que maman disait souvent que je demandais mais quand est-ce qu'on rentre à la maison? Et je vous le raconte parce que ça me fait penser à la nostalgie qu'on a quand on doit quitter son pays pour une raison ou une autre. Et je pense à la situation de tous ceux qui sont des exilés. Ça a de grands avantages. Ça a aussi des souffrances, des tristesses. Ça, c'est une des tristesses. En fait, les avantages, c'est souvent quand on le choisit. Et puis, par après. Mais quand on voit, par exemple, et on y reviendra tout à l'heure, ce qui se passe actuellement en Ukraine particulièrement, avec ces dizaines, ces centaines, ces milliers de voitures sur les routes pour fuir les villes, pour l'instant, on se dit que tout laisser et partir... dans l'instant, c'est quand même effectivement une grande souffrance. Et alors, vous venez de nous le dire en nous expliquant cet itinéraire, vous avez fui la Révolution. Est-ce que vous pensez que ça aussi, c'est ancré, Madame, dans votre ADN, ce sentiment d'urgence et ce lien quelque part à la guerre, à la Révolution qu'on fuit, qui vous donne cette approche tellement large, tellement vaste pour ouvrir les bras aux hommes et aux femmes, et particulièrement aux femmes chahutées par les guerres? Je pense que oui, sans aucun doute. Je pense qu'il y a aussi plusieurs facteurs. Il y a le fait aussi que l'on devient plus... un petit peu angoissé quand même. On garde en soi, surtout quand on est toute petite et qu'on sent
les enfants absorbent comme des éponges les Bien choses. sûr. Moi, j'ai absorbé le stress de mes parents. Bien sûr. J'ai absorbé la souffrance de ma famille, hors de Cuba, ne sachant pas si on allait rentrer ou pas, devant s'installer dans une nouvelle vie, d'abord à New York et puis à Genève. Donc, toutes ces choses-là, elles vous construisent et elles donnent des qualités, comme par exemple le fait d'être prévoyant, le fait de ne pas s'attacher aux endroits où on est. Le fait d'être vigilante aussi. Oui, aussi. C'est quoi la vigilance, selon vous? La vigilance, je dirais, c'est d'essayer d'avoir en tête les paramètres des possibles, le plus de possible, pour ne pas trop se laisser surprendre, peut-être pour ne pas trop avoir mal. Certainement. Alors, vous nous l'avez dit, vous êtes parti de Cuba à 3 ans, New York, Genève, et puis des allers-retours. Donc, d'office, en arrivant à l'âge adulte, déjà, un certain nombre de langues que vous maîtrisiez. Absolument, oui. Vous oui. parliez, j'imagine, espagnol, anglais, français, ad minima. Oui, c'était ça. C'était l'espagnol à la maison. Et heureusement que mes parents ont tenu à cela. C'était le français à l'école parce que j'ai reçu une éducation de lycée français que j'ai adoré. Et puis l'anglais avec une nounou qui s'occupait de nous, qui était une gouvernante anglaise qui a passé 15 ans avec nous à la maison, que j'aimais beaucoup. Et puis, jeune fille, jeune femme, vous rencontrez à Genève votre époux. Oui. Et c'est effectivement un vrai changement dans votre vie, à tous les niveaux. D'abord, quand on rencontre le grand amour, c'est toujours un changement infiniment positif. Tout à fait. Mais on ne rencontre pas tous et toutes une Altesse royale. Et vous savez que vous entrez dans un process où vos études vont vous servir. Vous avez fait des études de sciences politiques. De sciences politiques, oui. Mais aussi, vous savez que vous allez peut-être pouvoir aider à ce moment-là, construire quelque chose, même si dans un premier temps, vous avez surtout construit une très très belle famille. Comment est-ce que vous avez senti très vite ce sens de l'engagement? Mais je l'avais déjà. Je l'avais depuis l'âge de 13-14 ans. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà décidé. Mes lectures étaient orientées toujours sur l'humanitaire. Et moi, c'était ma passion. Et je me disais, mais je veux partir loin, je veux partir en Afrique, je veux aider. Vous avez raison, Luxembourg, c'est bien pour ça. Et je veux défendre les causes de ceux qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de faire Sciences Po. En fait, j'avais le choix entre droit et Sciences Po. Et je me suis dit, non, avec Sciences Po, j'aurai une culture générale plus large, plus vaste, avec géographie, histoire, droit, politique. Et donc, je pourrais défendre la cause de ceux qui ne peuvent pas se défendre par eux-mêmes beaucoup mieux. Il se fait que la même année arrive un jeune homme dans la maison des meilleurs amis de mes parents, des amis espagnols, les Sanz de Acedo, dont le fils était aussi mon meilleur copain. Et il me dit, Xavier me prévient, il me dit, écoute, nous avons un invité très spécial, grand ami, les parents sont grands amis de mes parents, et en fait, il ne faut pas en parler, mais il s'agit du prince héritier de Luxembourg. Oui. Et moi, je regarde, je dis, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les monarchies, mais je n'avais aucune idée de où se trouvait le Luxembourg, ni de qui était la Suisse. Oui, ni de qui était le prince héritier de Luxembourg. Et d'ailleurs, une des choses les plus drôles à l'Uni, quand mon mari et moi avons commencé à tilter, on finissait un cours de géopolitique, il y avait une grande carte de l'Europe, et il m'a fait un coup terrible. Je venais de le rencontrer, et il me dit, montre-moi le Luxembourg sur la carte. J'ai pas réussi. Donc dorénavant, nous saurons également que votre époux, le grand-duc, a un sens de l'humour formidable. Ah oui, ça oui. Alors, vous vous retrouvez jeune femme, effectivement, dans cette posture particulièrement inhabituelle. Oui. Et là, vous avez le bonheur, on le retrouve énormément dans le livre, et c'est très très gai de construire une famille. Vous nous invitez dans un album de famille, dans ce livre, et ça, c'est assez formidable. Mais au-delà de ça, vous commencez effectivement déjà à poser les jalons de ce dont on parlera d'ici quelques instants, à savoir poser des jalons en termes d'engagement. Est-ce que je peux vous demander à ce stade-ci, pour arriver à tout conjuguer, donc quelque part vos fonctions protocolaires, la vie de mère de famille, vos engagements qui se rajoutent à ça, est-ce que vous avez des rituels de travail qui vous permettent de faire rentrer 3 journées en une? J'en ai développé une et je crois que c'est une que toutes les femmes nous développons. C'est à un moment donné de se rendre compte qu'il faut
arrêter de vivre dans une mauvaise conscience permanente, de ne pas être là où on pense qu'on devrait être, de couper ça et de trouver un sens des priorités et de se dire, bon, voilà, je fais la paix avec moi-même et je me fixe des priorités. Et à tel moment, la priorité, c'est mon travail, mes associations. À tel autre moment, c'est la vie officielle. À tel moment-là, c'est vraiment la vie de famille. À un autre moment, c'est la vie de couple. Et puis, j'ai appris à mes propres dépens, comme nous toutes, qu'il ne faut pas s'oublier soi-même non plus. Vous savez, vous étiez déjà très impressionnant. Je crois que vous devenez mon héroïne sur ce planning. Alors, vous n'allez pas y couper. J'ai toujours un petit quiz pour mieux connaître mes invités. Madame, quel est le livre que vous avez le plus offert dans votre vie? Le livre que j'ai le plus offert, je dirais que dernièrement, c'est un livre que j'ai lu il y a quelques années. C'est peut-être pas celui que j'ai le plus offert, mais il m'a beaucoup marqué. C'est une écrivaine française que j'aime beaucoup qui s'appelle Sylvie Hiver. Et Sylvie a écrit un livre qui s'appelle Mousseline la sérieuse. Et en fait, Mousseline la sérieuse est le surnom que Marie-Antoinette donnait à sa fille aînée. Et à travers le regard de la petite fille, elle écrit un roman au présent qui raconte comment sa famille a vécu la Révolution française. C'est bouleversant et ça m'a beaucoup touchée. Alors, quelle est l'œuvre caritative qui vous touche le plus? Sans aucun doute, le professeur Younous, dont j'ai la chance d'être une amie depuis plus de 30 ans, 35 ans maintenant, et qui a répondu à une des questions que je posais le plus à l'université sans avoir de réponse. C'est pourquoi est-ce qu'il y a de la misère dans le monde et comment est-ce possible qu'on n'a pas trouvé un outil pour lutter contre la misère. Et il a répondu à cette question-là. Effectivement, on y reviendra un petit peu tout à l'heure également. Avec la microfinance, oui. Quel est le compliment que vous faites le plus? J'aime m'adapter aux personnes que j'ai en face de moi et être vrai dans les compliments que je dis. Donc, je n'en ai pas un. J'essaye d'adapter mon compliment à ce que je ressens de la personne en face de moi. Quel est le compliment que vous recevez le plus? Je crois que c'est le fait d'être chaleureuse et accessible. Ça me paraît un très heureux compliment. Quelle est la personne ou les personnes qui vous ont donné le plus envie de vous impliquer? Mais avec ce que vous nous avez déjà dit, on comprend que c'était déjà un terreau très fertile. Oui, mais tout de même, il y en a qui m'ont beaucoup aidée. Et une qui m'a aidée énormément, c'est Anémone Giscard d'Estaing. Parce que du temps où son époux était président de la République, et après d'ailleurs, elle avait une fondation que je trouvais extraordinaire, Fondation pour l'enfance, et où elle avait la gentillesse de m'inviter régulièrement aux conférences. Dans ces conférences, je rencontrais des acteurs de la scène humanitaire qui me mettaient au courant de ce qui se passait dans le monde. Et ça, effectivement, c'est tout à fait formidable. Et c'était une femme très intéressante. Ah oui, c'est très une femme extraordinaire, oui. Alors, qui est la personne aujourd'hui, si on sort même de ce cadre humanitaire, qui vous inspire le plus? La personne aujourd'hui, bon, il y en a beaucoup, mais c'est surtout, pour moi, ce sont toutes les femmes. Et surtout, mes survivantes du viol comme arme de guerre. Ça, ce sont mes héroïnes numéro 1. Elles sont extraordinaires. Je pense qu'on y reviendra d'ici quelques instants. Et puis... et les femmes en Afghanistan aujourd'hui. Bien sûr. Mes grandes héroïnes. Évidemment. Et toutes ces femmes qui, effectivement, se battent pour de la liberté, pour leur liberté, pour la liberté de leurs enfants également. Quelle est la valeur que vous attachez le plus à la famille? La communication. L'amour et la communication. Vous avez une belle et grande famille. Oui. Vous arrivez à vous parler tous, presque tous les jours? Alors, non. Vous avez mis en place des rituels aussi? Même pas, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours eu très peur et mon mari m'a beaucoup aidé là-dedans. Mon mari, quand il s'est marié avec moi, il m'a dit, bon, toi tu es latine, tu vas être une maman latine, alors tu sais quoi, je vais apporter un tout petit peu de mon côté nordique, c'est que il faut que tu laisses les enfants, il faut qu'ils soient libres et indépendants. Et il m'a beaucoup aidé là-dedans. Pour répondre à votre question, donc je ne suis pas la maman qui téléphone une fois par jour ou plus. Au contraire, je les laisse tranquilles, ils savent que je suis là. Et on se parle régulièrement, mais pas tous les jours. C'est ce qu'on explique. Il y en a 5. Je sais. Et puis des petits-enfants. Et les petits-enfants. Et oui. C'est ce qu'on explique très souvent aussi en disant qu'est-ce qu'on peut donner de plus à nos enfants que des racines et des ailes. Et effectivement, quand leurs ailes sont belles et se déploient, on est très content qu'ils sachent où leurs racines
sont ancrées. Exactement. Et de revenir de temps en temps quand même aux racines pour nous retrouver, évidemment. Oui, mais ça, nous le faisons régulièrement. Les vacances, c'est merveilleux encore qu'à l'âge qu'ils ont, ils sont mariés, ils ont leur famille pour la plupart, mais ils tiennent à passer les vacances avec nous. Mais évidemment. C'est merveilleux. Mais bien sûr. Quels sont vos mots préférés? Je ne vous demande pas votre mot préféré parce que je trouve que ce serait fort réducteur. Oui. Mais vos mots préférés? Mes mots préférés sont bienveillance, sont authenticité, vérité, passion, amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement de l'amour dans cette époque où, pour les jeunes gens, pour les jeunes qui deviennent des adultes, c'était déjà le cas avant le Covid, mais je trouve que cette crise a rajouté un poids supplémentaire. Oui. Ils se retrouvent dans des univers où c'est parfois compliqué de se déclarer l'un à l'autre. Oui. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller à ces jeunes? Ou moins jeunes d'ailleurs? Moi, le premier conseil que je leur donnerais, et je trouve que ça a manqué, en tout cas à ma génération encore, c'est de bien se connaître soi-même avant de rentrer dans une relation amoureuse. En fait, la relation amoureuse ne doit pas être une compensation de quelque chose qu'on n'a pas, mais ça doit être un cadeau en plus par rapport à ce qu'on est. Votre mari, c'est votre cadeau depuis tellement d'années? Ah oui, oh mon Dieu, 41 ans maintenant, on vient de fêter. 41 ans de mariage? Oui, oui. Et vous êtes depuis à peu près la moitié de ce temps, effectivement, grand-duc et grande-duchesse. Oui, oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous au moment où c'est arrivé? Naturellement. C'est une continuité? C'était d'une façon une continuité pour moi. Oui. Pour mon mari, ça changeait bien sûr beaucoup plus. Pour moi, une continuité, et puis c'était une responsabilité supplémentaire. Ne pas décevoir, être là, et être là pour ceux qui en ont le plus besoin, qui souffrent le plus. Écoutez, je pense qu'on va revenir évidemment dans ce cadre-ci sur justement la continuité, sur tous vos engagements, madame. Je propose qu'on se retrouve après une toute petite pause. C'est Cause Toujours, c'est la matinale. Je suis en confidence avec Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg. À tout de suite. Cause Toujours, la matinale, on est de retour avec vous en studio avec Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg, Maria Teresa. Madame, bonjour à nouveau pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Bonjour. Bon, je vous ai réservé une petite surprise quand même si c'est pas une émission de surprise, c'est une émission de confidence. J'ai invité avec nous deux éminents médecins que vous connaissez très bien, qui vous accompagnent aussi dans un certain nombre de vos combats, que vous accompagnez aussi avec votre engagement et votre fondation. Regardez qui nous rejoint de là où ils sont. Bonjour, messieurs les professeurs. C'est merveilleux. Bonjour. C'est merveilleux. Bonjour. Alors, on est très content de vous avoir avec nous. Denis Mukwege et évidemment Guy Bernard Cadière. Je sais que vous étiez en salle d'opération ce matin. Je vais peut-être laisser madame expliquer un tout petit peu déjà ce que vous avez pu commettre ensemble. Et puis, on sera très, très heureuse de vous entendre intervenir là-dessus d'ici un instant. Merci d'être là et merci pour la surprise. Quelle joie. Je vous vois avec une tête comme une enfant. J'adore. C'est très chouette. J'adore parce que le professeur est une des personnes que j'admire le plus au monde et qui m'inspire le plus. Et c'est lui qui m'a inspiré mon action pour l'accompagner, pour aider les femmes victimes du viol comme arme de guerre et l'association que j'ai fondée à la suite de cela grâce à lui. Et nous avons fait le forum à Luxembourg ensemble. Je l'avais entendu parler et j'étais bouleversée. Et il a eu la gentillesse de venir me voir le lendemain au palais à Luxembourg et je lui ai demandé comment je pouvais l'aider. Et il m'a dit, madame, mes survivantes, elles ont besoin d'une plateforme pour s'exprimer. Et là, je lui ai dit, mais professeur, je crois que je peux vous aider là, mais seulement si vous m'accompagnez. Et il a tout de suite accepté. Et je vous avoue que ça nous a pris 2 ans pour faire le forum, mais quand nous avons commencé, voilà, on était en train de travailler ensemble, on essayait de mobiliser tout le monde. Et après 1 an, au milieu de la préparation,
notre cher professeur devient prix Nobel de la paix. Ça a été extraordinaire. Exact. Hein? Voilà. Exactement. Je pense que c'était des moments, en fait, qui nous ont permis de mettre nos pensées, nos idées. Et aujourd'hui, ces mouvements des femmes qui s'appellent SEMA, c'est un mouvement qui est mondial. Et je pense que donner la plateforme aux victimes de violences sexuelles, pas seulement parler pour elles, mais leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer. On voit très bien que ça crée dans beaucoup de pays une émulation qui amène tout simplement à ce que cette lutte ne soit pas une lutte qui se fait en cachette, mais qui se fait aujourd'hui en public. Et je suis vraiment ravi lorsque Son Altesse royale, la Grande Duchesse de Luxembourg, avait créé ce mouvement Stand, Speak and Raise Up. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui a porté des fruits partout au monde, sur tous les continents. Monsieur le professeur. Européens, américains, en Afrique. C'est merveilleux. Monsieur le professeur Denis Mukwege, madame, j'ai une vraie question qui est liée à l'actualité, évidemment. Depuis 2-3 jours, on sait que la Russie envahit l'Ukraine. De nouveau, c'est une guerre. Il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'on peut craindre, évidemment, aussi pour ces femmes qui, quelque part, vont se retrouver de nouveau en première ligne au milieu de ce conflit? Monsieur le professeur. Malheureusement, je crois que c'est triste d'apprendre cette nouvelle, puisque l'expérience nous montre que, malheureusement, dans tous les conflits, ce sont les femmes et les enfants qui payent le lourd tribut. Et je crois que nous espérons que cette escalade va s'arrêter, puisque si il arrive qu'il y a des armées qui s'engagent sur ces terrains, malheureusement, l'expérience nous montre que les femmes et les enfants vont payer. Et il faut vraiment sensibiliser pour que cela ne puisse pas arriver aux femmes et aux enfants, bien sûr. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous savez, au moment du forum, ce que nous nous étions mis d'accord, le professeur et moi, c'est que nous voulions donner la parole aux victimes. Et c'est pour ça que j'ai invité à Luxembourg 50 survivantes du monde entier. Parmi les 50 survivantes, il y avait aussi une Ukrainienne. Et elles viennent de partout, elles viennent de Colombie, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, d'Asie, d'Afrique. C'est malheureusement un problème mondial. C'est pourquoi c'est essentiel, comme dit le professeur, de lever le tabou et de leur donner la parole. Parce que dans toutes les organisations internationales, on donne toujours la parole à d'éminentes personnalités, mais pas aux premières concernées. Et c'est là où je voulais que mon forum fasse une différence avec le professeur, c'est que la parole était aux survivantes. Et ce qui est magnifique, c'est qu'elles rentraient chez elles et elles ont fondé, elles sont devenues présidentes d'associations de défense des autres femmes victimes de la même souffrance, et elles ont créé des associations et donné la parole à toutes celles qui étaient en souffrance. Donc et il faut lever les tabous. Il faut que ça s'arrête. Bien sûr. Monsieur le professeur. Absolument. Le fait que les femmes puissent lever les silences, briser les silences par rapport à ces atrocités, permettent en fait de mieux les combattre. Lorsque ça reste un tabou, malheureusement, leur souffrance n'est pas connue et il n'y a pas moyen de combattre la violence sexuelle. Exactement. Alors, évidemment, merci infiniment à Guy Bernard Cadière et Denis Mukwege, ces éminents professeurs de médecine qui se battent au quotidien dans les salles d'op pour sauver des femmes, pour les sauver pas seulement de la mort, pour les remettre en vie, parce qu'elles sont parfois juste en vie techniquement, mais pas vraiment. Vous savez, elles m'ont dit, quand elles sont venues pour le forum, elles m'ont dit nous sommes des morts vivantes. C'est ça. Je n'ai pas osé le dire, mais vous l'avez entendu et c'est exactement ça.
Et une des raisons pour lesquelles j'ai créé l'association après, c'est qu'après le forum, je me suis dit, mais je ne peux pas les laisser tomber. Non. On doit continuer ensemble, on doit faire le chemin ensemble. On doit être là pour elles. On doit être là pour elles. Et quand quand nous avions avec le professeur choisi et invité 50 représentantes mondiales victimes du viol comme arme de guerre, quand elles sont arrivées, je les ai invitées à Luxembourg une semaine avant le forum. Et à ce moment-là, j'avais été les voir. Elles étaient toutes dans un hôtel où nous les avions logées et elles ont fait un séminaire d'abord pour se rencontrer et pour ne pas arriver à froid à cet événement de dimension internationale. Première fois que je leur parle, je me présente et je leur explique pourquoi elles sont là, pourquoi j'ai tenu à ce qu'elles soient là, etc. Et je voulais leur montrer, les mettre en confiance, en fait. Et ça me touche. Ça me touche parce que je suis très émotive, pardon. Ce sont des femmes qui ne levaient pas la tête, qui regardaient par terre. Et ce sont des femmes qui ne se confiaient pas, qui ne racontaient pas leur histoire. Et moi, j'ai juste essayé de leur montrer que je les aimais, que j'étais là pour elles. Et peu à peu, dans cette rencontre qui devait durer 1h30, 2 heures et qui a duré 5 heures. Ils ont dû aimer votre protocole. Le non-protocole. Elles se sont levées l'une après l'autre et elles ont commencé, chose qu'elles ne font jamais, à me raconter leur histoire, chacune. Une par une. Et on a terminé cette réunion en train de pleurer dans les bras les unes des autres, jusqu'à ce que tout à coup, il y en a une qui a commencé à chanter. Ça nous a tout arrêté, on s'est regardé, et puis on a commencé à chanter toutes les unes après les autres, ensemble. Et puis il y en a une autre qui est sortie avec ses tambours, des tambours africains, et une quatrième avec une flûte sud-américaine, et nous avons terminé en train de danser. La célébration de la vie. Et la résilience, la force de ces femmes. Et ça m'a montré à quel point le fait de pouvoir prendre la parole, et c'est ce qu'elles ont fait au forum, elles ont pris la parole, elles ont eu ce courage devant 1200 personnes à la Philharmonie et pendant les 2 jours de forum. Et si je peux me permettre, devant le monde entier quelque part, parce qu'elles savaient que c'était médiatisé à l'infini. Absolument, absolument. Eh bien, elles ont eu le courage de dire leur souffrance et elles m'ont dit que c'était important que l'on reconnaisse ce qu'elles ont passé et qu'aucune instance internationale quelconque n'avait reconnu leur souffrance. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains avec le support de mon mari, comme toujours, parce que c'est lui qui est mon soutien numéro 1. Et j'ai dit, eh bien, moi, je vais faire cette reconnaissance. Et c'est pour ça que je suis montée sur scène à la Philharmonie, avec les 3 prix Nobel qui étaient derrière moi, c'est-à-dire le professeur Yunus, le docteur Mukwege et Nadia Mourad, et toutes les survivantes qui étaient sur scène autour de moi. Et j'ai fait un discours de reconnaissance de ce qu'elles avaient souffert. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'entre elles aujourd'hui qui me disent le fait que vous ayez publiquement reconnu ce que nous avons vécu a été le début d'une guérison pour nous. Elles sont peut-être pas guéries encore, mais le début d'un autre chemin. D'un autre chemin. Et effectivement, on sait à quel point c'est important. On le voit dans toutes les situations de guerre sur lesquelles les États mettent tellement de temps à reconnaître leurs torts. Voilà. Et à partir du moment où c'est fait, on peut rentrer dans un processus très différent. De reconstruction. Alors, voilà, on l'a dit, sur la reconstruction physique aussi, tout le travail, et on les a vus avec nous, et la connexion s'est coupée, parce qu'ils sont au Congo en train d'opérer. Ils sont sortis de salle d'op pour vous, madame, ça me et touche. pour nous, Denis Mukwege, Guy Bernard Cadière, des équipes complètes. Je voudrais revenir sur un point très particulier. Votre association s'appelle Stand, Speak, Rise Up. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous au-delà des mots et qu'est-ce que ça implique? Tout ce dont nous venons de parler, c'était une façon courte de rassembler ce que nous essayons de faire, c'est de dire debout, stand, speak, prenez la parole, dites ce qui vous est arrivé et rise up, à partir de là, on se reconstruit. On y va. On y va. C'est exactement ça. Alors, quand on regarde un petit peu ce que vous avez déjà
énormément partagé, raconté. Vous avez 3 principaux combats qui vous occupent néanmoins. Oui. Donc celui-ci dont on vient de parler énormément, avec les violences faites aux femmes, qui sont quelque part des victimes de guerre de première ligne, on pourrait dire. Mais Absolument. aussi une cause qui vous tient très fort à cœur, d'aider dans les prisons maliennes à faire libérer des enfants prisonniers. Oui, au Burundi surtout. Au Burundi J'ai aussi fait un voyage au Mali, oui. Mais mon action a été surtout au Burundi. Et ça, c'était en fait le premier déclic pour moi d'action internationale lorsque mon mari est devenu chef de l'État. Il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Je me suis toujours dit, et avec mon mari, on était toujours en accord là-dessus, qu'en tant qu'épouse de chef d'État, je pouvais faire des actions et attirer l'attention sur des causes dont personne ne voulait. Évidemment. Et que mon travail était là. Et aussi pour mettre en lumière d'abord les premières victimes, mais aussi pour mettre une belle lumière sur mon pays, sur mon mari et sur l'institution par ricochet. Évidemment. Et le Burundi, c'était vraiment l'association de Madame Giscard d'Estaing, où 2 collaborateurs humanitaires s'étaient levés et avaient dit « On ne fait rien pour des enfants qui sont emprisonnés pour des délits de droit commun dans les prisons africaines. Ils y meurent et personne ne fait rien, on les oublie. » Et le rôle qu'on a quand on a une parole publique, c'est justement de donner la parole à ceux qu'on oublie. Absolument. Alors, une dernière question qu'on va traiter assez rapidement, oui, parce que le temps file, oui. Et on a eu la chance d'avoir nos invités formidables. Vous l'avez déjà évoqué, un 3e point dans votre action très important, c'est le fait que vous soyez l'ami du professeur Younous depuis une 30aine d'années, oui, qui a pu, avec le microcrédit qu'il a développé, inventer un outil de solution massive à la pauvreté. Absolument. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui? Quand j'ai eu mon mandat d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, le directeur de l'époque, qui était Federico Mayor, que j'aime beaucoup, m'avait regardé, m'avait dit « Madame, qu'est-ce que vous voulez faire de ce titre ?» Et je lui avais répondu du tac au tac vous savez, moi je suis révoltée contre la misère dans le monde et qu'on ne puisse rien faire. Et il m'a regardé, il m'a dit « J'ai un voyage pour vous, un premier voyage. Vous irez au Bangladesh et vous allez rencontrer mon ami Mohamed Younous. » Et ça a été une rencontre qui a changé ma vie, parce que le principe du microcrédit est de sortir les femmes du cercle vicieux de la misère en leur faisant confiance, en leur donnant des petits crédits, et a d'abord été une révolution et ensuite un outil que l'on peut appliquer partout. Donc avec mes enfants sortis de prison, en 4 ans, on a réussi à sortir la population incarcérée au Burundi de mineurs. Ces 600 jeunes, on a travaillé avec du microcrédit pour les aider à se lancer dans la vie. C'est juste pour vous dire que c'est un outil extraordinaire qu'on peut mettre partout, qu'on peut utiliser partout. Madame, le temps passe infiniment vite. Oui. On va s'arrêter de nouveau quelques instants avant de se retrouver pour la dernière partie de cet entretien en confidence. Nous parlerons de choses parfois un peu plus légères. On reviendra sur ce livre magnifique qui parle beaucoup d'amour et puis un petit peu sur vos activités du week-end également. Voilà, on est de retour en plateau. Ce matin, c'est une heure de confidence qui passe à la vitesse de l'éclair avec son Altesse Royale, la Grande-Duchesse de Luxembourg, Maria Teresa. Madame, bonjour à nouveau, parce qu'il y a toujours des gens qui nous rejoignent en cours d'heure. C'est pas tout à fait linéaire. Il y a ceux qui sont avec nous ce matin de 9 à 10. Il y a ceux qui nous verront en replay. Il y a ceux qui nous verront avec les rediffusions. C'est un peu comme ça que ça se passe. On va venir sur des choses un peu plus légères. D'abord, cette actu magnifique. On vous voit radieuse, aux côtés de votre grand amour. Oui. Un amour souverain et un amour de souverain, quelque part. Oui, c'est vrai. Mais quand vous l'avez rencontré, même si vous étiez un peu au courant, vous êtes tombée amoureuse de l'homme. Oui. Du jeune homme. Oui, et ce qui est drôle, c'est que dans le fond, comme j'étais un peu au courant par nos amis communs, je m'étais dit à l'avance, je ne savais pas de quoi il avait l'air du tout, et je m'étais dit, mon Dieu, la chose à ne pas faire, c'est de tomber amoureuse d'un prince héritier. Quelle complication. Oui, ça c'est clair. C'est pas la chose à faire. Mais voilà. Mais ça, c'est un bon deal avec soi-même de se dire de ne pas faire quelque chose pour justement le faire.
Je me demande. On apprend avec le temps. On ne le sait pas quand on est... mais on le sait pas. Sur le moment, c'était très sincère. Je me disais, non, on va pas aller là. Alors, effectivement, ça a été, pas une recomposition, mais une composition familiale, quelque part, parce que vous êtes arrivé à ses côtés dans une famille qui vous était extrêmement, j'allais dire étrangère, mais différente de la vôtre. Oui, oui, très. Et en fait, vous avez dû composer tous les deux, quelque part, avec vos différences. Oui. Est-ce que c'est ça le plus riche qu'on puisse avoir, d'apprendre à composer les uns avec les différences de l'autre? Alors, je dirais que composer est un très bon mot, mais je dirais qu'il y a aussi le mot complémentarité. Bien sûr. Moi, j'ai toujours ressenti très fort que ce côté réservé, un peu timide, plus nordique de mon mari, un peu moins expressif, avec mon côté plus expressif, plus explosif, plus chaleureux de mon côté, ça faisait un très bon mélange, un très bon équilibre. Mais est-ce qu'après un peu plus de 4 décennies, l'un déteint un peu sur l'autre et lui a pris une espèce de... Oui. Je ne veux pas lui manquer de respect, évidemment. Non, pas du tout. Un peu plus de détente latine et vous un peu plus de réserve nordique. Plus de réserve, absolument. Mais à tel point que nos enfants, parfois, quand on est tous en famille, ils nous regardent discuter, mon mari et moi-même, et ils s'arrêtent, ils éclatent de rire et ils disent « Mais ça fait peur ». Je dis, mais qu'est-ce qui fait peur? Mais vous déteignez l'un sur l'autre, c'est pas possible. En même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle après autant de temps. Et surtout, ça reste une très bonne nouvelle pour le futur. Oui. Parce que tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que ça dure au minimum encore aussi longtemps. Merci. Dans toute cette épopée magnifique, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué? Parce qu'on retrouve, je le disais tout à l'heure, comme un album de photos ici, où on vous retrouve évidemment dans vos engagements, mais aussi avec énormément de photos de famille. Et je les adore, les photos avec les enfants. Oui. En fait, si ce n'est que vous, le cadre est parfois un cadre un peu protocolaire ou le cadre du château, oui. On a quasiment tous les mêmes photos dans les mêmes albums. Oui, heureusement. Dieu merci. Dieu merci. Ça veut dire vraiment j'espère qu'on a réussi à ce que les enfants sentent qu'ils étaient aussi dans une famille comme les autres. Exactement. Et de les sortir un peu de la normalité dans laquelle ils ont aussi grandi. Non, c'est important. C'était important de leur donner ce sens du normal. Et quels ont été pour vous les moments les plus importants de ces quelques décennies? Je pense qu'on peut dire que ces décennies vont par groupe, par phase. Il y a eu toute la première phase qui était le début du mariage. Pour moi, la découverte de ce qu'était une vie publique, oui. Parce que c'était très nouveau tout cela. Et l'adaptation à cette nouveauté. J'étais pendant cette phase-là très reconnaissante à ma belle famille de m'avoir accueillie avec une telle chaleur et très à l'écoute. Je voulais apprendre, je voulais comprendre et apprendre. Et je dirais que toutes ces premières années, ces premières 10-15 années, j'ai essayé de comprendre quelle était cette situation dans laquelle je rentrais, quelle était cette famille, quel était ce pays, quel était le tissu social de ce pays, quels étaient les problèmes. Donc c'est pour moi une période d'apprentissage. Après arrive la période où mon mari devient chef d'État. Évidemment que mon mari et moi avions toujours l'illusion que dans une famille régnante, évidemment, le chef de l'État est celui qui est le chef de l'État et constitutionnellement est tenu dans sa fonction, mais qu'à côté, il y a une épouse qui peut apporter quelque chose de plus, je dirais. C'est ce que mon mari désirait aussi, et c'était mon désir, d'humanité, d'engagement. D'humanité à humanitaire, on n'est pas très loin. Oui, exactement. Exactement, comme ça a toujours été mon appel et ma vocation. Eh bien, j'avais beaucoup de chance de pouvoir réaliser cela à ses côtés. En fait, je pense que quelque part, c'est un destin d'avoir tellement voulu aider et d'avoir pu le faire en ayant eu l'opportunité d'avoir les outils. C'est un privilège. Grâce à cet amour oui. Magnifique. Oui. Alors, ce livre, ce ne sont pas que des photos non plus. Ce sont des textes. Vous avez eu un co-auteur formidable en la personne de Stéphane Bern. Un grand ami. Vous êtes là-dessus tout à fait formidablement accompagné. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus amusé ou surprise dans l'écriture du livre? Mais en fait, c'était toute la recherche qui a été importante, des photos. Faire rejaillir le passé
à travers les photos et les albums. Relire sa propre histoire. Relire sa propre histoire, c'est quelque chose de très émouvant. Et ça a été un moment important. Et faire le choix de qu'est-ce qui allait ressortir dans le livre, qu'est-ce qu'on voulait surtout montrer. Alors, madame, nous avons un vrai problème, qui est que le temps passe à une vitesse terriblement insupportable. Et j'ai encore une ou deux questions à vous poser, évidemment, extrêmement terre-à-terre. Est-ce que vous cuisinez? Alors, moi pas, mais mon mari, oui. Quel est son plat fétiche? Quel est son plat fétiche? Avec quoi est-ce qu'il aime vous régaler? Il aime beaucoup faire les champignons. Je le comprends. Il adore faire les champignons, il les fait très très bien. Quelles sont vos meilleures adresses de restos, de lieux culturels au Luxembourg, si on veut venir se promener dans ce grand-duché qui est le vôtre? Mais il y a un restaurant que j'affectionne énormément, qui est celui de René Mathieu. Ah, René, qu'on reçoit demain, justement, parce qu'on l'aime tellement. Formidable. Vous savez que René était, avant d'avoir son restaurant et d'être aussi connu, et j'en suis si heureuse pour lui, il était notre chef. Il était un chef extraordinaire. Il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Alors, et quand vous ne mangez pas chez René Mathieu? Alors, on aime beaucoup aller un peu partout, dans des bistrots. Il y a un bistrot que nous aimons beaucoup à Luxembourg, qui a une spécialité de crevettes qui s'appelle Bacano. Mais j'aime aussi beaucoup, et surtout, aller dans des restaurants qui existent aussi et qui donnent la place aux réfugiés. Il y a des Syriens qui ont ouvert des restaurants où j'aime bien aller pour les soutenir. Mais il y a aussi des restaurants dans des centres pour personnes handicapées. Et j'aime beaucoup lorsqu'on donne du travail à ceux qui sont dans une minorité. Et ceux qui qu'on souffrent oublie plus, parfois du marché du travail de temps en temps. Exactement. Madame, merci infiniment d'être venue passer une heure de confidence avec moi. C'était tellement formidable que, en fait, je crois que je voudrais bien que vous soyez ma chroniqueuse préférée de toutes les semaines. Ça risque d'être un peu compliqué, mais on refera ça néanmoins à l'occasion. Vous qui voulez en savoir plus, je vous invite à regarder ceci. Un amour souverain. Stéphane Bern, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Maria-Thérésa de Luxembourg. C'était merveilleux de passer une heure avec vous. On a eu la grande chance, le grand bonheur d'avoir quelques instants avec nous Denis Mukwege et Guy Bernard Cadière depuis le Congo. La connexion a lâché parce que ça fait aussi partie des aléas du direct. Merci infiniment, madame. Et puis surtout, longue vie et passez encore des dizaines d'années merveilleuses pour nous faire un tome 2 d'ici 30 ou 40 ans, j'espère. Merci de tout cœur.